Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes à Cultiver son savoir. Soyez les bienvenus. Dans le cadre de notre émission aujourd'hui, nous discutons du rôle de la recherche et de la science dans la compréhension de notre sport national, le hockey sur glace, avec Jean Lemoine, professeur au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. La science vient à la rescousse du développement des joueurs de hockey. Voyons comment avec notre professeur Jean Lemoine que nous rencontrons dans quelques instants. Bonjour Jean Lemoine. Bonjour M. Gaudreau. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Écoutez, on va se parler de hockey, mais on va en parler d'une façon un peu différente que ce à quoi les gens sont habitués d'écouter ou d'entendre. On sait qu'au cours des 5 dernières années, peut-être même des 10 dernières années, le hockey a beaucoup évolué. Il y a des chercheurs qui maintenant s'impliquent davantage pour mieux permettre aux jeunes joueurs de bien se développer, puis par conséquent, ça devient comme des aides pour les entraîneurs également, c'est ce que vous faites aussi en termes justement de recherche également. Ce que j'aimerais savoir dans un tout premier lieu, c'est, il y a beaucoup de recherches que vous avez faites via l'UQTR en lien avec la participation des jeunes au sport, notamment au hockey. Vous menez présentement plusieurs projets. J'aimerais que vous nous parliez de ces projets-là et un peu de ce sur quoi vous voulez conclure avec ces projets-là. C'est un plaisir de parler de ce travail-là de recherche qu'on fait sur le hockey parce que on sort vraiment du moule du chercheur qui est perçu comme quelqu'un dans un laboratoire, oui, isolé de la réalité, alors que notre programme de recherche sur le hockey est très, très appliqué. Puis il se fait directement en collaboration avec les partenaires, les décideurs, même les joueurs directement. Donc, ce qui intéresse les gens depuis les dernières années, principalement, les fédérations, c'est la qualité de l'expérience sportive. Donc, c'est à quel niveau on peut maximiser, optimiser les approches, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau de la façon d'interagir avec les jeunes, à la limite d'interagir aussi avec les parents, c'est de trouver les modèles de développement sportif. On est dans la notion du plaisir aussi, j'imagine. Oui, beaucoup. C'est un terme qui fait beaucoup surface, qui a toujours été, qui est un peu... dans le passé, on disait que c'est la cause de l'abandon. Mais plutôt que de le cibler comme une raison d'abandon, le plaisir, on l'identifie comme de quoi est-il constitué? Comment on fait pour quantifier si un enfant a du plaisir dans son parcours hockey? Donc, c'est une partie des travaux qu'on fait, c'est d'aller sur le terrain puis de vérifier qu'est-ce qui fait en sorte que l'expérience est positive. Parce que là, vous êtes, je pense, davantage... votre projet, entre autres, est au niveau des jeunes 7 à 9 ans? Oui. Si je me trompe? Oui. Non, ça va? On mène une étude qui est en cours actuellement qui cible les jeunes de 9 ans et moins, oui, dans leurs premières années de participation au hockey. On sait qu'au Québec, puis même à travers le Canada, il y a un modèle de hockey qui a été implanté en 2019-2020, qui est le modèle de hockey demi-glace. Un peu de controverse, oui, en lien avec tout ça. Les gens, il est difficile d'ébranler une culture, là, puis les gens ont des perceptions par rapport à ça. Donc, dans nos travaux, la première étape était de réaliser une enquête à l'échelle nationale pour mieux connaître ce que les parents, ce que les entraîneurs perçoivent, okay, pensent à propos, oui, de ce modèle. La perception, c'est encore mieux, à savoir si, oui, les perceptions sont erronées ou pas aussi. Exact. Puis ça nous a permis de voir vraiment les divergences en lien avec les bienfaits du programme, puis d'informer les décideurs, d'informer les décideurs et les intervenants de fédération, de dire, bien, si on veut faire un passage à une nouvelle culture, si on veut plus en douceur, bien, voici sur quels éléments, d'éduquer ou d'informer les intervenants et les parents que le hockey en demi-glace, bien, il est bénéfique au plan de l'apprentissage du hockey, mais il peut être aussi bénéfique au plan du plaisir vécu par les jeunes parce qu'ils ont plus d'opportunités de toucher à rondelle, par exemple. Donc, ces travaux de recherche-là nous aident à ce niveau-là. Ça nous aide à guider un peu les décisions. D'accord. Puis quand on parle de notion de plaisir, on est aussi avec une génération qui a été éduquée, qui a été élevée dans ce style-là aussi, que le plaisir est plus important que peut-être les générations antérieures ou qui étaient davantage axées sur la tâche, axées sur le sport, et ainsi de suite. Fait que j'imagine que c'est des recherches qui doivent porter leurs fruits quand même assez rapidement, même si on dit que c'est depuis 2019 que c'est débuté. Tout à fait, parce que l'environnement est changeant, puis les générations d'aujourd'hui, ce qu'ils ont de vraiment particulier, c'est que l'appel d'offres est très fort. Ils peuvent changer de sport, de discipline très rapidement, donc il devient très, très important de s'assurer que
l'expérience sportive est de qualité quand ils sont dedans. Donc, c'est assez important de prioriser les choses, de valoriser les apprentissages, de valoriser un climat qui est sain, les bonnes interactions avec les entraîneurs, avec les coéquipiers. Donc, c'est une liste d'ingrédients quand même exigeante, mais les travaux des chercheurs à cet effet-là permettent justement d'identifier les pistes d'action, les places où ce qu'on peut essayer de rendre l'environnement positif, puis éviter qu'il quitte le sport prématurément, dans le fond. Oui, exact. Puis parlons-en justement de ces pistes d'action-là. Tant en termes pédagogiques qu'en termes d'approche à préconiser. Qu'est-ce que vous priorisez pour rendre le hockey plus sain puis favorable au développement des jeunes? Bien, en bas âge, les deux principaux guides, si on veut, du modèle de développement, c'est vraiment s'amuser grâce au sport puis être actif. Donc, les programmes d'initiation doivent, sans aucun doute, essayer d'encourager les intervenants à stimuler les jeunes à jouer dehors, à pratiquer d'autres disciplines sportives, d'aller jouer sur la patinoire de quartier, puis d'avoir du plaisir à le faire et non simplement valoriser ce qui est structuré, puis le tournoi, le match ou la performance. Oui. Fait que c'est d'essayer d'aller trouver cet équilibre-là. Tu sais, c'est certain que certains vont peut-être mettre trop d'emphase sur le côté performance, alors qu'ils vont oublier le côté progression personnelle de l'individu, interaction positive avec les autres. Puis de démystifier ou un peu de débâtir la croyance qu'une bonne saison, c'est une saison gagnante. On peut vivre des expériences positives à travers l'expérience sportive. Fait que c'est un peu ça les pistes sur quoi on doit essayer d'aller identifier. Mais c'est certain que sur un plus long parcours, mais le concept de plaisir, il évolue. À 7-8 ans, c'est pas le même. Le plaisir est très différent qu'à 16-17 ans. Donc, on peut pas simplement dire qu'il y a une recette pour susciter du plaisir. C'est évolutif, puis c'est contextuel. Des jeunes qui évoluent dans un environnement plus compétitif, bien, le plaisir va être vécu différemment qu'un jeune qui est dans un milieu récréatif dans lequel il veut jouer plus avec ses amis, par exemple. Oui, exact. Mais quand on parlait tout à l'heure de valoriser, que l'entraîneur doit valoriser, y a-t-il des exemples de cette valorisation que l'entraîneur doit faire avec les jeunes, par exemple? Bien, il peut tout simplement rencontrer ces jeunes joueurs dans des rencontres individuelles, puis d'identifier des objectifs réalisables, de souligner les progressions, de trouver des exercices dans lesquels les jeunes vont avoir un niveau, ont des chances d'avoir plus de succès, puis de se sentir plus compétents, puis d'être satisfaits un peu de leur évolution. Fait que c'est de trouver des moments clés où il y a des petites victoires, où il y a des éléments qui font sentir à l'enfant ou aux jeunes joueurs, on parle encore des 9-10 ans et moins, là, mais de lui faire sentir qu'ils ont des qualités à travers leur parcours. D'accord. Donc, de demander aux enfants dans quels aspects ils se trouvent compétents, dans quels aspects ils se trouvent efficaces, c'est des approches qui suscitent un peu cette réflexion-là chez les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup à bâtir à partir de ça. Oui, j'imagine aussi de travailler l'amour-propre pour le jeune également. C'est dans le valoriser lorsque, justement, il y a du plaisir dans le hockey, j'imagine? C'est aussi ça? Bien, le plaisir, c'est le fondement de la motivation intrinsèque, si on veut, d'avoir le goût de jouer parce que c'est plaisant. Puis un autre des ingrédients très forts, c'est la perception de compétence, la compétence perçue. Fait que quand les individus se sentent compétents à faire quelque chose, ils ont du plaisir à le faire, sont connectés avec le coéquipier, bien, par défaut, ça se répercute à avoir le goût d'aller jouer avec les amis, puis de sentir que c'est payant pour soi. Donc, c'est un peu ça qu'il faut essayer d'aller semer chez les jeunes joueurs. Puis, ben, c'est un peu l'impact de nos travaux de recherche, c'est d'essayer justement de pister les fédérations à savoir, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos pédagogies dans la formation d'entraîneurs, par exemple. Ces échanges-là, justement, avec les fédérations, vous avez dû, au départ, nouer avec eux certains contacts. Maintenant, ces contacts-là sont établis. Est-ce que ça se fait sur une base, mensuelle? Est-ce que vous avez des rencontres avec eux ou c'est annuel ou... Tout varie selon les dossiers. Je dirais les 2 dernières années avec la COVID, ça nous a un peu retardé les saisons. La saison 2021 n'a pas eu lieu pratiquement. L'an passé, il y a eu quand même une saccade en milieu de parcours. Mais je dirais il y a vraiment un processus de recherche collaborative qui s'est installé. Des rencontres, des contacts réguliers, identifier un peu les priorités. Donc, c'est de la recherche qui cadre avec nos objectifs de recherche, mais qui est menée vraiment en collaboration pour essayer justement d'être au service de l'expérience sportive. Là. Donc, c'est un élément clé parce que sinon, on mène des travaux de recherche, mais
on réussit pas à connecter avec les acteurs concernés. Donc, c'est tout le temps, ça, c'est très, très important. Puis, on a bien établi ça avec eux. Puis j'ai comme l'impression qu'on imagine à peine ce que peut être le processus de développement des jeunes quand on veut que le jeune vise l'atteinte de plus haut niveau. On sait à quel point tout est complexe, tout est en termes de petits détails. Puis bien souvent, je pense c'est vous qui le mentionniez en disant qu'on compare davantage cette recherche-là d'atteinte de plus haut niveau à un marathon plutôt qu'à un sprint. Comment vos travaux vous permettent-ils d'identifier justement ces futurs talents-là qui nous représenteront à l'échelle internationale ou dans la Ligue nationale de hockey? Ça, c'est un projet dans lequel on est impliqué qui vise les 16-18 ans. Donc, c'est un projet avec lequel on a développé un partenariat avec Hockey Québec puis l'Institut national du sport. Puis, on a d'abord eu à définir ce que peut être le talent sportif. Ça, c'est pas une définition facile. Et encore là, la notion de plaisir est bien différente. On le soulignait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Puis, la notion de talent sportif, bien, elle se manifeste dans différents aspects. Il y a la composante physique, évidemment. Oui. Quelqu'un doit avoir le physique de l'emploi, il doit être capable de patiner rapidement, d'exécuter. Mais il ne faut pas négliger la composante vraiment psychologique. Est-ce que les individus sont faits sur mesure pour répondre à l'adversité? Est-ce qu'ils ont de la résilience? Est-ce que c'est des gens qui sont motivés de manière à persévérer? Est-ce que c'est des jeunes qui interagissent bien avec les coéquipiers, avec les entraîneurs? Et comment pouvez-vous agir justement sur ces éléments-là? Bien, à ce stade-ci, on est beaucoup dans la mesure pour décrire le profil des athlètes. Lesquels sont sélectionnés? Est-ce qu'ils ont un profil physique? Est-ce qu'ils ont un profil psychologique différent de ceux qui ne le sont pas? On va aussi évaluer leurs compétences sur glace. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Puis, à la limite, on est maintenant avec le projet qui est mené avec Hockey Québec, l'INS, on va aussi explorer ce qu'ils réalisent sur glace en termes de performance de match. Parce que c'est des joueurs qui sont performants en jeu collectif. Donc, on a vraiment un regard le plus complet possible. Maintenant, comment ces choses-là se développent? Bien, on a la chance par ce projet-là de pouvoir suivre on avait au départ les 80 garçons sélectionnés, les 80 filles. On est rendu à 2 groupes de 25 qui se préparent actuellement pour les Jeux du Canada. Donc, c'est 2 délégations de 20 joueurs qui vont être maintenues. Et on va avoir des données pratiquement de 2 années complètes de données sur ces jeunes athlètes-là. Donc, ça, c'est fort intéressant pour le futur. Et si on ouvre une parenthèse, les 60 garçons et filles qui n'ont pas été retenus, eux, maintenant, ils sont toujours actifs dans le hockey, mais pas pour ce pourquoi il y avait exact. C'est des jeunes qui étaient invités, qui étaient identifiés comme des potentiels représentants de l'équipe du Québec. C'est en grande majorité des jeunes qui jouent dans des niveaux d'excellence à travers la province, parfois même en dehors du pays, mais c'est quand même des joueurs qui ont un excellent cheminement. C'est pas des joueurs qui étaient... Ils ont simplement pas cadré au plan d'évaluation globale, si on veut. Puis ça, c'est nous, notre rôle de chercheur à ce niveau-là, oui, c'est d'actualiser les connaissances, mais c'est aussi de donner un bagage d'informations au personnel d'entraîneur et aux membres de la fédération qui prennent la décision. Donc, nous, c'est de les alimenter un petit peu sur ce qu'on a sur chaque athlète, puis d'expliquer un peu le rationnel de tout ça, puis d'expliquer, bien, ces athlètes-là ont un profil physique avantageux, profil psychologique, et les intervenants en place, eux autres, font le pour et le contre, puis ils font la partie du travail qui est plus difficile à finaliser, si on veut. Là. Quand on parle du recrutement de ces talents-là, vous procédez de quelle façon? Bien, nous, la première étape, c'est ce qu'on sait, c'est que c'est des gens de la fédération qui, à partir d'un bassin de 400-500 joueurs, vont identifier les 80 ou les 100 joueurs les plus prometteurs. Puis nous, on se présente lors des camps de développement. Donc, ça se fait principalement en dehors de la saison estivale. On a un camp d'évaluation dans lequel on évalue les paramètres psychologiques par des questionnaires. On va faire des tests physiques en dehors de la glace, des tests physiques sur glace. Puis on va mesurer des indicateurs sur la glace. Dans le fond, c'est une expérience intéressante parce que ça permet de faire vivre aux jeunes
un modèle de programme comme si c'était sur l'équipe nationale ou si c'était au niveau professionnel pratiquement, parce que ça permet de les initier un peu à ce qui les attend si jamais ils continuent à se développer. Là. Oui. Puis moi il me vient une idée, une question comme les parents dans tout ça. Comment, parce qu'il y a de l'éducation à faire aussi, beaucoup avec certains parents du moins, et comment vous procédez? Actuellement, on va chercher des données vraiment sur les croyances et perceptions des parents. Un plan à moyen terme qui est dans notre projet de suivi pour les 9 ans et moins, c'est vraiment de développer une trousse, peut-être une trousse éducative, c'est peut-être pas le bon terme, une trousse d'accueil, si on veut, pour les parents qui arrivent dans le hockey en bas âge, puis d'identifier un peu les grandes lignes des programmes, mais aussi les grandes lignes d'une expérience sportive de qualité. Positive et saine. C'est quoi l'épanouissement d'un jeune? Ça passe par quel chemin? À quel niveau c'est important qu'il fasse des disciplines sportives différentes? À quel niveau il est important de travailler sur les bons ingrédients, si on veut, pour que la recette soit plus positive. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a déjà des efforts qui sont faits. La plupart des fédérations sportives sont conscients de ces aspects-là, mais nous, on veut y donner une touche vraiment spécifique à l'environnement du hockey, puis essayer justement peut-être pas calmer les ardeurs, mais d'intégrer les parents quand ils arrivent en bas âge, de comprendre un peu les éléments peut-être qui ont changé depuis le temps où ils étaient athlètes ou du temps qu'ils jouaient. Ou du temps où le parent souhaitait, qui n'a pas réussi comme il le souhaitait, souhaite que ce soit son enfant qui réussisse maintenant. Mais à travers justement ces exemples-là, est-ce que justement vous avez à rencontrer des parents ou plutôt vous coachez les entraîneurs qui, eux, vont rencontrer des parents? De quelle façon vous procédez? Les différents programmes, les différentes structures ont différentes façons de faire. Comme je disais, nous, au stade où est-ce qu'on en est, avec les plus jeunes, on a des données sur ce que les parents perçoivent. On n'enlève pas l'idée qu'on pourrait le faire aussi avec les plus vieux, parce que les plus vieux qui arrivent tout près des niveaux les plus hauts, les plus avancés, bien, il y a d'autres valeurs qui sont véhiculées, puis parfois, on a besoin aussi de garder le contact, à savoir qu'est-ce qui est l'expérience de qualité pour l'optimiser, si on veut. Ça, c'est assez important. Mais par l'entremise des recherches, c'est d'inviter des groupes de parents. On envisage de le faire dans les prochains mois avec des parents d'enfants chez les 9 ans et moins, puis d'aller chercher un peu l'information, d'approfondir un peu qu'est-ce qu'ils croient par rapport à ce qui est plus bénéfique pour leur enfant, pour voir si c'est bien aligné avec les contenus des programmes, puis les façons de faire les plus actuelles. Tenter de cibler peut-être les comportements plus toxiques de certains parents là, par rapport aux jeunes, puis à ce moment-là, on ne parle plus vraiment de plaisir au jeu. Ça, c'est clair qu'on parle. Ça vient limiter beaucoup. C'est une autre thématique qui est explorée, qui est les comportements toxiques ou les comportements nocifs de parents dans différentes sphères. Le hockey, mais dans différents aspects, suscite toujours beaucoup d'intérêt pour les chercheurs parce qu'on essaie de créer on veut maximiser l'environnement pour que les jeunes puissent se développer dans les conditions idéales. On sait que le sport progresse à une vitesse fulgurante. On le disait d'entrée de jeu. Les équipes professionnelles qui ont maintenant des équipes scientifiques qui les accompagnent, selon vous, là, dans quels aspects les innovations que vous mettez de l'avant sont ou encore seront les plus marquantes? Il y a beaucoup de travail qui se fait avec le domaine de la préparation physique, dans lequel les équipes professionnelles font appel à des technologies qui permettent d'aller chercher des données vraiment spécifiques à chaque athlète. Donc, on est capable, par exemple, d'identifier quels sont les déterminants de la vitesse de patin pour un athlète, puis de le comparer avec un autre athlète de la même équipe, puis on va s'apercevoir que chacun a besoin d'un programme d'entraînement différent pour atteindre le même profil de vitesse, si on veut. Ça, c'est un exemple de technologie pour les préparateurs physiques qui est utile. Maintenant, de nos jours, ce qu'on voit de plus en plus qui fait surface, c'est la collecte de données en temps réel chez les joueurs. Donc, on est capable maintenant d'aller chercher tout mouvement des joueurs sur la glace, même en simultané. Il y a 12 joueurs en action sur la glace, les 2 gardiens plus les 2 lignes de 5 joueurs. Puis, on est capable, avec l'aide de systèmes d'accélérométrie puis de capteurs GPS, de savoir tous les mouvements qui se passent, les vitesses atteintes, les accélérations, le déclin entre la première et la troisième période, à savoir si un athlète avec un profil X
trop dépensé d'énergie dans le match d'hier, donc on est peut-être mieux d'organiser. On est capable d'aller à la limite par ces données qui sont c'est des méga données dans le fond. C'est un peu l'intégration de l'intelligence artificielle au service du sport, du sport élite. Donc on en arrive à un stade où on est pratiquement capable de dire, bien, cet athlète-là va peut-être se blesser là, parce que sa charge de travail, puis ce qui donne comme production en termes de puissance, par exemple, ça pourrait commencer à être des signes qui annoncent peut-être une blessure ou en tout cas un niveau de fatigue. C'est fort intéressant. C'est des domaines qui se développent exponentiellement. Puis de l'autre côté, il y a tout un autre secteur qui se développe qui est les analyses avancées de la performance, les indicateurs de match, de quelle façon on doit entrer en zone adverse, de quelle façon on doit tirer vers le but, comment les joueurs doivent être positionnés. Fait qu'il y a vraiment une évolution intéressante sur la donnée live, si on veut, en ce qui a trait à ce qui se passe réellement sur la glace. Quand vous avez ces relevés de données-là, j'imagine que vous constatez également qu'il y a peut-être des éléments, il y a peut-être des joueurs qui, peu importe le développement ou l'assistance qu'on lui portera, ça fonctionnera probablement pas. De quelle façon travaillez-vous à ce moment-là avec ces jeunes? Vous les orientez vers d'autres sports ou... Ben, au niveau des meilleurs, des joueurs les plus prometteurs au Québec, c'est certain qu'eux, ils ont un parcours, sont rendus à 16, 17, 18 ans, sont déjà dans un parcours, je pense, où ce qu'ils vont vraiment, si c'est pas déjà fait, placer les boules dans le boulier puis aller de l'avant pour essayer de cheminer le plus haut possible. C'est certain que dans un monde idéal, ce serait d'avoir suffisamment de données pour être capable, à travers d'un parcours sportif, de parler à un jeune athlète puis lui dire que il pourrait être un excellent, il pourrait performer très bien dans d'autres disciplines, de les orienter vers d'autres facettes. Par contre, le hockey étant ce qui était au Québec, au Canada, c'est pas une mince tâche de convaincre un jeune garçon qui veut évoluer dans un haut niveau d'aller vers un sport qui est plus marginal ou moins attirant. Qui n'était pas celui qui avait ciblé au départ, non? Il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais c'est quand même un phénomène intéressant puis certains le font, certains réussissent à le faire, de décider de quitter une discipline pour ça. Puis ça revient un peu à ce qu'on discutait en entrée de jeu, c'est la qualité de l'expérience sportive. Si on a réussi pendant le parcours sportif à construire un bon niveau d'estime de soi, un sentiment de compétence qui est positif, une motivation qui est saine, ben c'est pas si malsain de quitter un sport pour rester actif puis garder un mode de vie actif. Tout à fait, parce que tout ce qui va lui avoir été enseigné, ben ça va lui servir dans d'autres disciplines, ça va lui servir en général pour sa vie. C'est aussi une réalité de notre société. Les jeunes travaillent plus en bas âge. Ils ont surtout ces temps-ci avec le manque de... Oui. Ils ont des besoins différents. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent que c'est difficile. On ne pourrait pas lancer la pierre et dire ben les fédérations sportives font pas leur travail, les jeunes abandonnent. Il y a aussi d'autres facteurs autour de tout ça. Fait que nous comme chercheurs, c'est d'essayer aussi de comprendre ces éléments-là, puis de dire ben si l'expérience est positive, on continue à penser, nous autres, que ça va être possiblement des jeunes ou des gens qui vont avoir le goût de rester actifs puis qui vont être engagés. Puis, à la limite, pratiqueront peut-être plus leur sport, vont peut-être redonner leur sport en étant des jeunes entraîneurs ou des intervenants positifs dans leur milieu. Là. Si vous aviez à donner comme une approximation au niveau du pourcentage de ce que peut représenter la faction compétition chez le jeune hockeyeur rendu à 16 ans, par rapport au plaisir, comment mesurez-vous le tout? Bien, le plaisir se définit assez différemment, je pense, d'un niveau à l'autre. Donc, c'est certain que à partir de 15, 16, 17 ans, le plaisir chez les jeunes se traduit beaucoup par le niveau de reconnaissance qu'ils vont avoir ou par les interactions avec les amis. Puis, à un moment donné, il y a comme une pondération qui va s'établir. Puis, les jeunes qui évoluent dans un niveau compétitif vont avoir différentes perceptions de ce qui est leur plaisir à évoluer. Puis, ça va interagir un peu avec leur niveau de détermination, de passion dans leur sport, puis qui fait en sorte que ces jeunes athlètes-là vont quitter parce qu'ils n'ont plus cette flamme-là, ou ils n'ont plus l'interaction, ou la reconnaissance qu'ils avaient, puis à un moment donné, ils atteignent un peu la fin de leur parcours, tandis que d'autres ça revient à ce qu'on discutait sur les propositions psychologiques.
les gens il y en a qui sont naturellement plus équipés pour faire face à ce parcours-là. Puis il y en a d'autres aussi qui ont un environnement qui les a façonnés vers tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant, cette nouvelle façon de faire au niveau de la recherche également. Puis on sait combien les avancées vont être nombreuses par la suite. Félicitations déjà au départ pour ce département aussi à l'UQTR. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, on peut... je vois ça comme étant d'excellentes nouvelles sur l'incidence du développement des jeunes. Puis est-ce qu'on peut penser espérer plus de Coupe Stanley éventuellement un jour? C'est ce qu'on va se souhaiter. Hein? On sait pas si en autant que le plaisir soit toujours au rendez-vous, puis en autant que le sport du hockey soit sain pour chacun des hockeyeurs qui le pratiquent. Sur ça, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été des nôtres, Jean Lemoine. Merci, M. Gaudreau. Oui. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui clôt notre émission aujourd'hui. J'aimerais remercier l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour son étroite collaboration dans la réalisation de cette émission. Également à vous, madame, monsieur, à la maison, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à écouter une prochaine émission Cultiver son savoir la semaine prochaine sur les ondes de Nous TV. D'ici là, bonne semaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.